Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à ce 6e direct organisé par la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université de Montréal. Mon nom est Frédéric Dion, je serai votre animateur ce soir et je suis en compagnie de Julie Talbot, professeure de géographie à l'Université de Montréal aussi. Bonjour, bienvenue Julie, bonjour. Bonjour, je suis contente d'être là. Avant de commencer, encore une fois, j'aimerais juste à nouveau inviter tous nos auditeurs et auditrices à poser toutes les questions qu'ils et elles auront durant la discussion, à nous faire part de leurs commentaires aussi. Surtout cette semaine, on parle d'environnement, c'est un sujet qui en préoccupe beaucoup, qui en angoisse certains aussi. Donc vraiment, on vous invite là à contribuer comme vous le souhaiterez dans notre chat. Et donc, oui, la question cette semaine, où en sommes-nous en 2020 par rapport aux crises environnementales? Peut-être pour nous lancer, Julie, si vous voulez, la première question que j'aimerais vous poser, c'est sommes-nous vraiment, est-ce qu'on peut vraiment affirmer aujourd'hui qu'on est dans une crise environnementale? La réponse simple, c'est oui. En fait, on a beaucoup tendance à l'oublier, particulièrement cette année, parce qu'on vit un autre type de crise. Mais on est clairement en plein cœur d'une crise environnementale. On l'est depuis un petit bout de temps. Et plus on attend pour prendre des mesures assez drastiques pour se sortir de cette crise-là, plus la crise s'amplifie. Mhm. Et puis, cette crise-là environnementale, c'est donc une crise c'est donc une crise qui est définie d'abord par un changement climatique ou disparition des ressources. Est-ce que c'est tout ça ensemble qui constitue la crise? Oui, en fait, la crise environnementale, c'est plus que simplement les changements climatiques. Oui, il y a les changements climatiques, c'est un élément très important de la crise environnementale, mais il y a d'autres aspects aussi. Pour moi, l'autre aspect le plus important, mis à part les changements les changements climatiques, c'est la crise de la biodiversité. Donc, on est en train de perdre des espèces vivantes à un taux qui n'a pas été vu depuis les 65 derniers millions d'années. Donc, la dernière fois où les espèces s'éteignaient aussi rapidement que maintenant, c'est quand on a connu l'extinction des dinosaures. Mhm. Donc, ça aussi, c'est une autre crise majeure qu'on est en train de vivre et qui a comme cause aussi les changements climatiques, mais d'autres causes qui sont reliées. Oui, c'est ça. On parle même d'une 6e extinction de masse causée par l'être humain. D'ailleurs, c'est peut-être une autre question qui pourrait intéresser notre public tout de suite. Est-ce que vraiment cette crise-là, donc, qu'on vit, elle est d'origine humaine? Est-ce qu'on est capable d'en comprendre les causes? Ah, clairement. Ça, c'est une chose qui ne fait pas de doute. Pour ce qui est de la crise de la biodiversité, par exemple, on le sait d'où ça vient. On sait que c'est parce qu'on a surexploité certaines espèces. Les changements climatiques vont créer la disparition de certaines espèces, mais aussi, surtout, c'est parce qu'on détruit les habitats naturels de façon très, très, très rapide à travers toute la surface de la Terre. On a détruit à peu près 50% des écosystèmes naturels à la surface de la Terre présentement. Donc, c'est sûr qu'à chaque fois qu'on détruit un habitat, ben, on détruit ou on élimine certaines espèces en chemin. Puis là, ce que vous nous dites ici, les informations que vous nous présentez, c'est vraiment des informations qui font consensus au sein de la communauté scientifique, là. C'est votre avis de géographe, n'est-ce pas? Ah, tout à fait. Ouais. Oui, oui. Tous les gens qui étudient ça de façon sérieuse s'entendent sur le fait que cette crise-là, c'est la faute de l'humain. Ouais. Mhm. Et ben justement, parlons un peu de votre discipline, en fait, la géographie. Donc, on entend souvent parler, en fait, de crise climatique par des climatologues, par des biologistes, par des économistes aussi. Où se situe la géographie exactement dans l'étude de ce phénomène-là, de ces changements-là? Bien, d'abord, la géographie, c'est une science qui est assez spéciale. C'est une science qui est un peu à cheval entre les sciences naturelles et les sciences sociales. Donc, les géographes, on étudie à la fois des phénomènes physiques, puis d'ailleurs, vous parliez de climatologues. Il y a beaucoup de climatologues qui sont dans des départements de géographie, en fait. Donc, Mhm. il n'y a pas tant de départements de climatologie que ça dans le monde. Souvent, ils sont rattachés à des départements de géographie. Donc, ça, c'est ceux qui étudient plus le côté sciences naturelles, sciences physiques. Et puis, il y a les géographes qui sont plus un peu du côté des sciences sociales, qui, eux, vont étudier vraiment les phénomènes humains, comment les humains utilisent, habitent l'espace, quel est l'impact aussi des humains sur cet espace-là. Mhm. Et donc, c'est pour ça que la géographie, en fait, c'est une science où on se préoccupe beaucoup des questions environnementales parce que quand il est question de l'environnement, il y a toujours l'aspect physique, mais il y a l'aspect humain qui est important. Il faut comprendre c'est quoi notre rôle dans les changements environnementaux. Oui, c'est ça. C'est un phénomène, en fait, qui se comprend uniquement comme
hybride justement entre, d'une part, ce qui se passe sur la planète, disons du côté de la nature, si on veut parler rapidement, puis du côté de la société aussi. Exact. Comment en sommes-nous arrivés là, en fait, à cette crise-là? Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de réponse, quelques éléments de cause, justement, à part, bon, l'exploitation, comme vous dites, mais est-ce que c'est un phénomène qui revient juste de l'Occident ou quelles sont les Ben, logiques qui nous amènent jusque-là? les causes sont multiples. Et puis, c'est pas. Vous dites, est-ce que c'est un phénomène juste de l'Occident? En fait, il y a beaucoup d'inégalités dans les responsabilités pour les changements environnementaux. C'est-à-dire que généralement, ça va être les pays les plus riches qui vont être le plus responsables des changements environnementaux, puis c'est les pays les plus pauvres qui vont en subir le plus les conséquences. Puis même à l'intérieur d'un même pays, c'est la même chose. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on s'est mis à un moment donné à exploiter les ressources de façon un peu irraisonnée, finalement. Est-ce qu'on peut blâmer le système? Peut-être. On est dans un système où l'accumulation de richesses, l'accumulation de capital, la croissance, finalement, est un peu à la base de notre système économique. On se définit par la croissance. Si les entreprises ne sont pas en train de croître, elles sont en train de démontrer qu'elles ne sont pas en santé. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas croître à l'infini parce que nos ressources sur la Terre sont finies. Donc, je pense que tout ça est très ancré dans notre système économique. Et puis, on a beaucoup associé la crise que l'on vit actuellement, là, de façon plus immédiate, on va dire, qui est celle du COVID, justement au changement climatique, au changement écologique. Est-ce que c'est quelque chose qui, à votre avis, est avéré, en fait, le lien donc, entre l'apparition de ce virus-là, de ce nouveau virus-là, sur notre radar, puis les changements que notre planète est en train de subir? En fait, c'est très difficile de regarder une pandémie en particulier puis de lui attribuer une cause directe, mais une chose est certaine, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent depuis longtemps sur le lien entre les pandémies, les maladies en général, mais les pandémies et aussi les changements climatiques. Puis il semble que pour ce qui est des zoonoses, donc ces virus-là qui sont transmis des animaux aux humains, la perte de biodiversité, c'est une cause importante de zoonose. Donc, potentiellement une cause de la pandémie qu'on est en train de vivre présentement, puis des pandémies qui vont suivre, parce que quand on élimine une partie de la biodiversité qui reste, le type d'animaux, entre autres, que nous, on n'élimine pas, les rats, les chauves-souris, c'est des espèces qui sont des très bons vecteurs pour les virus qui peuvent être transmis aux humains. Donc, on est en train d'éliminer toute une série d'animaux qui nous protègent en quelque sorte, et puis on garde les animaux qui risquent de nous rendre malades. Oui. Est-ce qu'on peut dire, en fait, pour reformuler un peu ce que vous amenez là, est-ce qu'on peut dire qu'on s'est adapté à un environnement qui prenait en compte la présence de toutes les espèces qui étaient présentes jusqu'à très récemment, et puis à mesure qu'elles disparaissent, l'environnement change, et donc là, on se retrouve un peu mal adapté, justement, à notre environnement? Mais tout à fait. En fait, on a évolué. La raison pour laquelle on est rendu là où on est comme société humaine, c'est parce qu'on a pu bénéficier de la contribution d'un paquet d'espèces animales, végétales, etc. Puis là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de grandement réduire la diversité à la surface de la Terre. Donc, on est en train un peu de détruire notre salon. Il y a une question excellente du public par rapport à la démographie, justement. Avant peut-être de critiquer notre mode de vie, nos systèmes économiques, est-ce que c'est simplement pas le nombre d'êtres humains sur la planète qui pose problème? C'est une question qui est assez difficile, en fait. Effectivement, on a la population humaine a doublé en très peu de temps. On s'est retrouvé avec une augmentation assez spectaculaire de la population. Puis c'est sûr que plus on a d'humains sur la Terre, plus il va y avoir de ressources qui vont être consommées. Cependant, moi, c'est un argument avec lequel j'ai beaucoup de difficultés. Peut-être rétrospectivement, on peut se dire ça, mais si on regarde vers le futur, puis si on regarde la situation actuelle, où est-ce que la population humaine augmente rapidement présentement? Dans la plupart des pays occidentaux, on est en stagnation démographique. Hein? Les populations ne bougent pas tant que ça. Là où ça augmente rapidement, c'est dans les pays, ce qu'on dit du sud global, et particulièrement les pays africains. C'est là où on a vraiment des taux d'augmentation de la population qui sont très élevés. Donc, en gros, pour moi, j'ai beaucoup de mal avec l'argument de dire
c'est la faute de la démographie, c'est la faute de l'augmentation de la population, parce que c'est surtout en Afrique que la population augmente, et puis c'est pas en Afrique que les gens sont responsables des problèmes environnementaux qu'on vit présentement. C'est pas la faute de l'Afrique, c'est la faute des pays occidentaux. Donc, pour moi, c'est un argument qui est difficilement défendable. C'est un peu quelque chose de déresponsabilisant, si on veut, dans cet argument-là, finalement. Soit dans le futur, on remet ça sur le futur, donc de réduire éventuellement la présence de gens sur Terre, ou on met ça sur la faute de sur la faute des populations qui continuent encore à croître aujourd'hui. Alors qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent plutôt de l'introspection, peut-être, qui font partie. Exactement. Je trouve que c'est un argument qui nous permet de nous déresponsabiliser, alors que c'est pas le fait que les gens aient 5 ou 6 enfants au Burkina Faso qui fait qu'on est rendu dans la situation où on est. C'est le fait que les véhicules qui se sont vendus le plus dans les dernières années au Canada, c'est des camionnettes. Donc ça a un poids beaucoup plus important que la démographie en Afrique, par exemple. OK. Est-ce qu'il y a des recommandations déjà qui sont émises par la communauté scientifique? On entend beaucoup parler donc de constats, de diagnostics. Est-ce qu'on a une voie vers l'avenir, en fait, qui soit viable? Ben, en fait, on connaît les solutions à toutes les crises environnementales. On n'est pas comme... Si je compare avec la pandémie, on s'est retrouvé dans une situation où on savait pas trop comment s'en sortir. Là, on commence à voir, OK, peut-être vaccin, on commence à voir comment sortir de cette pandémie-là. Ouais. Pour la crise environnementale, on sait exactement ce qu'il faut faire, en fait. Pour régler le problème des changements climatiques, il faut cesser de brûler des énergies fossiles. C'est vraiment la chose la plus importante qu'il faut faire. Pour régler la crise de la biodiversité, il faut arrêter de détruire des habitats naturels, puis si possible, renaturaliser certains écosystèmes qu'on a détruits. On les connaît très bien, les solutions. Le problème, c'est pas tant les solutions, c'est les appliquer. Puis là, ben, l'application des solutions, ça relève moins du domaine des scientifiques qui, eux, étudient les phénomènes. Et donc, il y a des solutions, mais souvent, en fait, aussi, ce qui préoccupe les gens, c'est l'ampleur des conséquences qu'auraient ces solutions-là sur leur mode de vie, sur leur confort, sur leur bonheur, en fait. À quoi ressemblent donc ces solutions-là? Est-ce qu'il y a raison de croire qu'il va y avoir changement, que ce soit parce qu'on laisse les choses aller ou parce qu'on décide de prendre les choses en main? Clairement, on fait face à une crise majeure. Donc, c'est pas en faisant des petits pas, des petites solutions. Il va falloir accepter qu'on va devoir changer nos modes de vie. Pour moi, ça fait pas de doute. Si j'avais dit ça il y a 10 ans, je me serais traitée d'extrémiste, mais maintenant, je pense que il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques qui pensent comme ça aussi. Puis oui, ça implique des changements au niveau individuel, mais ça implique des changements aussi du point de vue municipal, du point de vue, si on regarde au Québec, ça va prendre des changements individuels à l'échelle des villes, des municipalités, à l'échelle de la province, à l'échelle du pays dans son ensemble. Puis après, ben, il faut regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue international, puis éventuellement, peut-être même remettre en question notre système économique. Donc, je pense que ça prend des changements à tous les niveaux, puis il ne faut pas se leurrer. Notre mode de vie va devoir changer, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, en fait. Je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Je vois plutôt un recentrage vers l'essentiel qui est absolument nécessaire. Oui, ben juste avec la pandémie, hein, on sait que c'est cause quand même de beaucoup de problèmes en ce moment, beaucoup de détresse chez certaines personnes, mais malgré tout, il y a des gens qui disent s'y être adapté finalement à quelque chose qu'on jugeait impensable. L'humain est une espèce qui s'adapte bien, donc on peut garder une sorte d'espoir peut-être par rapport à ces changements-là qu'on risque de vivre d'une manière ou d'une autre. Ben, moi, dans la pandémie est extrêmement difficile, mais j'y vois un peu une source d'espoir pour ce qui est de la crise environnementale, parce que ce dont on se rend compte avec la pandémie, c'est que ce qui nous manque au quotidien, c'est nos contacts avec les gens. C'est l'aspect social de nos vies. C'est pas... je vais pas être plus heureuse si je m'achète un camion demain, mais je vais être plus heureuse si je vais pouvoir voir ma famille. Donc, j'espère que ça va nous permettre de nous recentrer un peu sur l'essentiel
Et peut-être que ça va nous permettre de voir les changements de mode de vie qui sont exigés par la crise environnementale actuelle comme quelque chose de pas nécessairement si contraignant que ça. Mm-hmm. Et donc, c'est ça. On a beaucoup parlé donc, de revitalisation des espaces naturels des espèces, de changement plutôt au niveau étatique, sociétal. Au niveau individuel, dans le fond, ça passe beaucoup par nos choix de consommation, j'imagine. C'est la solution principale. Il y a les choix de consommation, effectivement. Puis, il y a une responsabilité individuelle, mais encore là, il faut faire attention parce que des fois, on se fait mettre dans des situations où on n'a pas trop le choix de faire ce que l'on fait. On peut dire qu'il faudrait que tout le monde habite près de leur travail. C'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Il faut utiliser le mode de transport actif. Ben oui, à Montréal, on peut le faire, mais quand on habite au fin fond de la Côte-Nord, c'est pas possible de le faire. Donc, Ouais. des fois, on se retrouve dans des situations où on a beaucoup moins de contrôle. Là où on a le contrôle, par contre, c'est quand on choisit les gens qui vont, eux, déterminer les politiques publiques en environnement. On a un contrôle quand on va voter. Donc ça, c'est un élément personnel sur lequel on a un contrôle. Ouais. Mm-hmm. Parce que oui, c'est ça, il y a quand même de la place aussi à la diversité au sein des solutions qui sont proposées. Chaque milieu de vie implique des besoins, des nécessités différentes. Donc, il s'agirait quand même de reconnaître justement que les gens qui habitent plus loin de leur travail, ben, ils continuent à utiliser leur voiture et que c'est quelque chose de raisonnable finalement. C'est beaucoup un appel à la raison, je pense qu'on peut entendre à travers les recommandations qui sont émises en général, non? Je pense que oui. J'ai du mal à voir des solutions qui peuvent être appliquées partout de façon égale. Moi, je crois beaucoup au pouvoir du local, du municipal. Je pense que à l'échelle de notre milieu de vie, qui est généralement notre municipalité, là, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à cette échelle-là, pour changer les choses. Mais après, c'est sûr qu'il y a des éléments un peu plus systémiques là, qu'il faut qu'ils soient faits aussi. Puis ça, c'est du point de vue politique. Ouais. Est-ce que on parle souvent de l'Europe comme modèle à suivre dans la gestion de cette crise environnementale-là? Est-ce que c'est vraiment un modèle à suivre? Quel est votre avis là-dessus? Je suis pas spécialiste des politiques environnementales en Europe, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de diversité. Dans les approches, je pense qu'il y a certains pays européens qui sont des modèles à suivre, mais il faut voir aussi des fois qu'est-ce qui se cache en dessous de ça. Un exemple, c'est le Danemark. C'est un pays qui est en voie de devenir carboneutre, etc. Bon. Comment est-ce que le Danemark se fait une bonne image environnementale? En fait, le Danemark produit beaucoup de gaz à effet de serre parce qu'il fait beaucoup d'exploitation de pétrole offshore, mais par contre, il achète beaucoup de crédits carbone à l'extérieur du pays pour compenser ces émissions-là. Et ça, c'est le genre de procédé qui est plus ou moins fiable, je dirais. Donc, c'est ça. Il faut voir les politiques, l'image des pays. Il y a certains pays européens qui ont une très bonne image environnementale, mais il faut voir est-ce que c'est vraiment des politiques qui sont réellement vertes ou si c'est plutôt une question d'image. Oui, il faut voir le big picture un peu. Il faut voir à grande échelle finalement. Peut-être qu'un pays sur un point se présente bien, mais après, il y a autre chose qui se présente moins bien, ou ce qu'il fait de bien a des impacts peut-être négatifs, des externalités négatives, là, si on prête le terme ailleurs aussi. C'est là que la géographie peut intervenir pour nous aider à comprendre justement, parce que c'est une des spécialités de la géographie, si je le comprends bien, que d'identifier ces relations-là entre les différentes parties du globe, les différentes parties d'une région, d'un continent, puis de voir comment est-ce que quelles sont les dynamiques justement qui s'observent. Tout à fait. En géographie, on comprend très bien que le monde est très, très connecté, en fait. Donc, ce qu'on fait à un endroit a un impact ailleurs et la clé, c'est d'essayer de comprendre ces relations-là qui ne sont pas toujours évidentes. Bien, on arrive déjà près de la fin, donc peut-être... on a une question du public. Avez-vous un conseil pour agir à l'échelle locale, ce que nous pouvons faire au quotidien à notre portée? C'est une excellente question. En fait, je pense que nous, personnellement, il y a des habitudes de vie qu'on peut changer. Puis je pense que c'est un peu comme courir un marathon. Hein. On ne commence pas à courir un marathon en allant courir 20 km, en se levant le matin, avoir jamais couru de sa vie, puis avoir commencé à aller courir 20 km. Donc ça, pour ces changements d'habitude-là, ça se fait petit à petit.
On se fixe un objectif particulier. Est-ce que je suis capable de remplacer ma voiture par du transport actif une fois par semaine? Une fois par semaine, puis là, on le fait. Pour chaque personne, ça va être différent. Mais après, à l'échelle, ça c'est individuel, mais à l'échelle locale, il y a plein d'organisations qui existent en fait. Il y en a des centaines qui sont là pour lutter pour l'environnement, mais pour différents aspects. Puis je pense que la clé, c'est de trouver quelque chose qui nous passionne. OK. Si moi, je suis passionnée par la marche, ben, je vais peut-être essayer de trouver une organisation qui veut préserver un endroit où j'aime particulièrement aller marcher. Je pense à Montréal, par exemple, les Amis de la montagne qui sont là pour préserver le Mont-Royal. Donc, il y a plein d'associations comme ça dans lesquelles on peut s'impliquer. Sinon, au niveau municipal, mais ce qui est vraiment important du point de vue local, c'est aussi les taux de participation aux élections municipales sont très, très faibles. Donc, peut-être simplement d'aller voter, de voir ce que les différents partis offrent et puis d'aller voter pour ce qui correspond le plus à nos valeurs. Oui, c'est peut-être le premier palier de gouvernement, en fait, qui pourrait agir plus rapidement, dirons-nous, pour proposer des solutions pour lutter contre les changements climatiques, justement, étant donné qu'ils sont vraiment souvent plus dans le concret, vraiment dans l'organisation de la gestion de nos déchets aussi, on peut penser à ça, la distribution de l'énergie. Oui, donc c'est ça, en fait, on arrive déjà un peu vers la fin, donc je voulais peut-être juste vous laisser l'occasion d'une remarque pour conclure, si vous le voulez. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça m'a fait vraiment plaisir de discuter avec vous de la crise environnementale. C'est quelque chose qui peut paraître un peu déprimant. J'espère que j'ai pas trop déprimé personne. Je pense qu'il y a des belles solutions et puis il faut voir comment chacun peut agir à la limite de nos capacités. Oui, merci beaucoup d'être venu. Je tiens à dire aussi, d'un point de vue purement personnel, je suis très content qu'on ait eu l'occasion d'en parler à l'occasion de ces directs. Je pense aussi que c'est quelque chose d'important, puis c'est quelque chose aussi on se pose tous des questions par rapport à ça. Donc, merci d'y avoir répondu dans ces 20 minutes. Merci à notre public d'être venu, d'avoir participé. On se dit donc à la semaine prochaine. C'est ma collègue Amandine Hamon qui va discuter avec Frédéric Bouchard, professeur de philosophie et doyen de la Faculté des arts et des sciences, des enjeux de gouvernance associés aux technologies d'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Bonne soirée.